Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de comportement et sommeil. Dormir, s'endormir, c'est si facile et pourtant difficile pour 30 à 40% de la population. Si vous avez une bonne pression de sommeil, parce que vous vous levez pas trop tard le matin et que vous vous couchez pile poil à la bonne heure le soir en fonction de votre horloge biologique, eh bien cela devrait être facile, évident, obligé. Et pourtant, vous n'y arrivez pas. Impossible de dormir, le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce que vous avez donc fait pour en arriver là? C'est toute la question qu'on va traiter maintenant. Eh bien oui, s'endormir, c'est un comportement compliqué. À la fois, il répond à des besoins et des rythmes qui, quelque part, dictent ce qu'il faudrait faire dans l'absolu. Mais malheureusement, il y a des obligations familiales, un rythme de travail qui va interférer et qui fait qu'on est dans ce que l'on peut faire. Et puis quand même, on est des êtres humains, donc plaisir, loisir, vie sociale, c'est quand même sacrément important. Donc, il y a aussi ce que l'on a envie de faire. Le problème, c'est que s'endormir sera le compromis qui va se faire entre ces différents facteurs. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à combiner tous ces éléments-là pour s'endormir enfin ? Un des premiers éléments qui va jouer dans cette complexité de régulation du sommeil, c'est le fait que l'on ne peut s'endormir que si l'on se sent en sécurité. Comme le singe qui est en haut de son rocher et qui se protège en quelque sorte parce qu'il domine la situation, ou bien de ce gnou qui est couché au milieu des zèbres et des gnous, bien au milieu, parce que les autres font un petit peu une protection autour. Mais comment peut-on dormir quand on est sur un banc, là, comme ce monsieur qui est sans abri ? Comment peut-on dormir dans ces conditions-là de dangerosité ? Eh bien, on a inventé la chambre. Alors, peut-être pas celle qui est représentée là, mais la chambre, c'est aussi l'endroit où l'on va se protéger, où on va pouvoir enfin s'endormir parce qu'on n'a pas cette idée dans la tête que tout peut s'arrêter parce qu'on va être agressé. Alors se coucher, c'est pas si simple que ça finalement. Il y a toute une série de signaux qui vont permettre à notre cerveau de repérer que l'on veut s'endormir et que l'on est prêt à s'endormir. Chez les enfants, il y a des rituels qui sont bien repérés, la petite histoire, la chanson que l'on va faire le soir. Il est hors de question de rentrer dans la chambre de l'enfant et de dire « bon allez hop, tu te couches et hop, c'est fini ». Ça va pas marcher. Chez l'adulte, c'est plus subtil. Il faut se brosser les dents, se mettre en pyjama, tirer les rideaux. Autant de signaux qui sont envoyés au cerveau pour lancer des signaux de sommeil. Mais il y a des perturbateurs du coucher. Si à chaque fois que vous devez vous coucher, vous vous dites « ah bah attendez, non, je vais quand même terminer ce que je suis en train de faire. Encore 5 minutes, comme dit l'enfant. » Il y a les activités sur écran. Et bien évidemment, les écrans sont en première ligne actuellement. Il ne faut pas oublier d'éteindre son portable parce que les notifications sur le portable vont nécessairement vous empêcher ou de vous endormir ou de continuer votre sommeil. Et il y a la lumière des appareils électroniques et des chargeurs qui gênent aussi pour dormir. La télé dans la chambre, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça vous apporte dans la chambre un élément de stimulation qui va faire que, à la fois, ça vous remet dans des situations qui peuvent être un peu angoissantes. Quand vous regardez les actualités, vous comprenez tout de suite de ce dont il s'agit. Mais en plus, vous avez des différences de son entre la partie qui est tout ce qui est publicité et tout ce qui est émission à proprement parler. Et puis vous avez aussi le conjoint. Le conjoint qui se couche sans s'occuper de ce que l'on va faire, ce que va faire l'autre, ce qui va le gêner ou pas le gêner. La lecture, bon, avec de la lumière, déjà ça gêne, mais la lecture sur une tablette, ça peut gêner aussi. Mais il y en a qui regardent la télévision.
ou qui consultent leur portable constamment, ou qui se lèvent 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui mettent de la musique plus ou moins fort avec des écouteurs qui font que de toute manière on entend ce qui se passe à côté. Donc le conjoint peut être un vrai élément perturbateur. Par rapport aux écrans, il y a très clairement mis en évidence le rôle même de la luminosité apportée par les écrans. En effet, ces écrans, qui sont souvent des écrans Retina, délivrent une lumière forte qui est très proche de la lumière extérieure, la lumière bleue extérieure, car en effet, ce sont des diodes qui délivrent une lumière bleue, un peu comme le bleu du ciel, et qui vont faire que quand vous regardez votre écran, eh bien en fait, vous avez votre cerveau qui est complètement trompé par cette lumière, qui va croire qu'il fait jour, et donc il y a un blocage de la mélatonine, une somnolence qui disparaît et qui se retarde, et plus vous restez sur votre appareil, et bien plus effectivement cet effet est important. Mais il y a aussi les comportements la nuit qui vont jouer. On peut dormir tranquillement ou bien répondre à des alertes ou même répondre à des rendez-vous pendant la nuit. Et au niveau du réseau Morphée, on a mis en évidence qu'un quart des collégiens se connectent en cours de nuit et y passent plus d'1 heure, donc plus de 2 heures pour 10% d'entre eux. Pourquoi faire ? Eh bien, ce sont essentiellement des activités de communication, SMS, réseaux sociaux, un petit peu les jeux sur Internet. Et 10% des collégiens connectés programment ce réveil en cours de nuit. Alors maintenant, il y a tout ce qu'on va faire dans la journée qui n'est pas adapté. Eh bien, dans la journée, il va y avoir l'alcool, le tabac, le café, les activités sportives ou non. Alors le café déjà. Alors le café, c'est un antagoniste des récepteurs à l'adénosine A1 et A2, qui sont directement impliqués dans le sommeil. Il augmente la latence d'endormissement et les éveils dans la nuit. Il diminue la durée du sommeil. Mais ceci étant, il y a une susceptibilité individuelle variable à la caféine qui est liée à un variant du récepteur à l'adénosine. Son effet est plus important le soir à proximité du coucher. Est-ce par le biais de la mélatonine ? Là, pour le coup, les études sont contradictoires. Il y a besoin d'études complémentaires. Chez les adolescents, gros consommateurs de café, le temps de sommeil réduit, mais il y a une somnolence diurne matinale quand on consomme trop de café. Alors, quand on prend du café, eh bien, l'effet du café dépend du type de café. Le café filtre est celui qui est le plus terrible parce que finalement le café passe et repasse sur la caféine. Le percolateur qui est plus rapide ne donne qu'une dose un petit peu inférieure. L'expresso est finalement assez raisonnable. L'instantané, ça dépend. Ça dépend bien sûr de la quantité. Et les décaféinés, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas nécessairement sans caféine. Pour ce qui est du thé, on est dans un schéma un peu intermédiaire. Bon, le chocolat, même si on incrimine beaucoup le chocolat, c'est quand même assez minime. Et pour le Coca-Cola, on est sous la dose d'un bon café. Alors à côté de ça, un autre produit perturbateur du sommeil, quand on consomme trop, notamment le soir, c'est l'alcool. Et ces effets sont très différents selon la dose. Ce sont les fortes doses qui modifient le plus le sommeil. Il réduit la latence d'endormissement, certes. Il augmente le sommeil profond en première partie de nuit, surtout quand il y a une alcoolémie qui est importante. Il retarde l'apparition du sommeil paradoxal, mais la fin de nuit est très entrecoupée avec parfois des cauchemars. Pour ce qui est du cannabis, qui est une vraie problématique, notamment chez les jeunes, les études sont difficiles à interpréter car la méthodologie est souvent
peu rigoureuse, hétérogène, sur de petits échantillons, et les études sont quand même plutôt anciennes, datant d'avant 1970. Alors déjà, le delta 9-tétrahydrocannabinol réduit la latence du sommeil. Ensuite, il augmente plutôt le sommeil profond et diminue le sommeil paradoxal. Il faut savoir que l'utilisation du cannabis favorise un syndrome de retard de phase car il joue sur la régulation des rythmes circadiens. À long terme, en revanche, les effets peuvent être très différents car il y a une habituation et besoin d'augmenter les doses alors que le sevrage est très difficile. On a remarqué également qu'un mauvais sommeil au départ était un facteur de risque de chronicisation des prises. Alors, le tabac, il faut savoir que le tabac, quand on prend des cigarettes le soir, au Canada, eh bien, dans les centres de sommeil canadiens, si la personne coche la case je fume plutôt du tabac le soir avant d'aller me coucher, eh bien, directement, on l'exclut du programme. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais convoquée en consultation. Pourquoi ? Parce que fumer dans la soirée retarde l'endormissement, augmente la fragmentation du sommeil, diminue le sommeil profond, réduit l'efficacité du sommeil et c'est un suppresseur du sommeil paradoxal. En plus, il augmente la somnolence le lendemain. Donc ça fait beaucoup de choses pour un même produit et évidemment proposer une thérapie de l'insomnie alors qu'on met tout en œuvre pour ne pas dormir, ça n'est pas très 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 cohérent. Alors il y a un autre aspect, tous les aspects qui sont liés à l'extérieur, notamment à la lumière et à l'activité que l'on peut avoir. Eh bien, on a noté que les insomniaques passent beaucoup moins de temps à l'extérieur. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'INSV, où on voit que le pourcentage d'insomniaques en fonction du temps passé à l'extérieur, eh bien, vous avez beaucoup plus d'insomniaques chez les gens qui passent moins de temps à l'extérieur que ceux qui sont plus souvent en dehors. Et on connaît par ailleurs tout à fait les effets du sport qui améliorent le sommeil. Alors sport, activité, c'est pas strictement pareil, mais sport déjà, c'est une part de l'activité. Et l'on voit que on distingue, disons, les activités physiques sportives aiguës et les activités sportives régulières. En tout cas, elles vont agir sur différents aspects, à la fois sur le sommeil profond, sur le temps de sommeil total, sur la latence d'endormissement et les éveils entre sommeil, ainsi que sur le sommeil paradoxal. Mais il y a des actions qui vont se faire aussi beaucoup plus subtilement sur le système endocrine, sur le système inflammatoire, sur les systèmes circadiens et également sur l'humeur. Donc le sommeil a un effet qui est très large et qui pourra être intéressant. C'est pour ça qu'on peut imaginer des systèmes où il est très intéressant de combiner les deux. Et notamment des systèmes où on peut avoir une activité physique régulière sans pour autant se blesser d'une manière anormale, tout en étant exposé à la lumière. Eh bien, ça veut dire que éventuellement chez soi ou dans une salle de sport, on va pouvoir à la fois combiner une activité physique et une luminothérapie adaptée. Car ce qui est intéressant, c'est la régularité, c'est-à-dire que ce ne soit pas une fois par semaine, mais 4 fois ou 5 fois par semaine. Évidemment, mieux le matin ou en milieu de journée, mais pas nécessairement, en tout cas pas du tout même d'ailleurs, juste avant d'aller se coucher, parce que ça augmente la température centrale et on aura du mal à s'endormir. Alors, autre aspect qui est très très important, c'est la régularité des rythmes. Et quand on parle de régularité des rythmes, en général, tout le monde pense à régularité des horaires de coucher.
En réalité, ce qui est beaucoup plus important sur le plan chronobiologique et sur le plan de la régularisation du sommeil, c'est l'heure du lever. Alors, il n'est pas nécessaire de se lever strictement à la même heure le week-end, mais se lever 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures plus tard semble raisonnable. En revanche, se lever 4 heures ou 5 heures plus tard, là pour le coup, on est dans un système qui déséquilibre toute notre organisation et l'organisation circadienne en particulier, en introduisant vraiment l'équivalent d'un jet lag. Et là, ce n'est pas souhaitable. Donc, il faut vraiment encourager nos patients pour qu'ils continuent à avoir un rythme le plus régulier possible. Et malgré tout ça, il y a quand même un autre challenge qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est tout ce qui est de notre activité cérébrale. Et les insomniaques sont très très causants par rapport à ça. Ils vous disent nécessairement que quand ils se couchent, tout d'un coup, quand ils se réveillent, ils ont des pensées qui arrivent et qui s'alimentent. Ils parlent de vélo dans la tête, de systèmes qui s'auto-entretiennent. Il y a effectivement une hyperactivation au moment du coucher. Et là, pour le coup, ce n'est pas nécessairement lié au comportement du patient, mais tout ce qu'il pourra mettre en œuvre avant pour diminuer ces éléments-là, et notamment tout ce qui sera relaxation, méditation, qui sera tout à fait intéressante pour diminuer le niveau et recontrôler un peu tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.